Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. La frontière, où la terre s'étendait, infinie et impitoyable. Un jeune éleveur nommé Silas Brennan vivait seul sur la propriété familiale, jamais effleuré par une femme, ignorant ce que la nature sauvage s'apprêtait à déposer sur le pas de sa porte. Quand il la trouva en train de voler des provisions dans sa remise sous la pâle lumière du matin, il aurait dû saisir son fusil. Mais quelque chose dans sa façon de bouger, quelque chose dans la détermination de ses épaules, le figea sur place. Elle était apache, une guerrière, et les mots qu'elle lui adresserait quelques jours plus tard briseraient chaque mur qu'il avait érigé autour de son cœur solitaire. Ce qu'il ignorait, c'est que Nakoa n'avait pas seulement faim de nourriture. Et ce qu'elle ignorait, c'est que l'éleveur vierge qu'il observait depuis l'ombre deviendrait la seule chose plus dangereuse que n'importe quel ennemi que sa tribu avait jamais affronté. Silas était seul depuis 8 mois, depuis que son père était mort de la fièvre, lui laissant le ranch et rien d'autre que le silence. Il se réveillait chaque matin dans le vide, travaillait la terre jusqu'à ce que ses mains saignent, et s'endormait au son de sa propre respiration. L'isolement était devenu une seconde peau. Confortable dans sa prévisibilité. Personne ne venait jamais aussi loin. Personne ne le dérangeait, jusqu'à ce matin où il entendit quelque chose bouger dans sa remise à provisions. Il attrapa son fusil près de la porte, son cœur battant contre ses côtes. Des bandits avaient été repérés à 2 territoires de là, des hommes qui tuaient pour moins qu'un cheval. Ses bottes ne faisaient aucun bruit sur la terre battue alors qu'il s'approchait de la structure en bois usée par le temps. La porte était entr'ouverte, se balançant légèrement dans la brise. À l'intérieur, il pouvait voir une ombre bouger entre les sacs de grains et les conserves. Silas leva le fusil, le doigt planant sur la détente. Puis la silhouette entra dans la lumière qui filtrait par l'embrasure de la porte, et toutes les pensées dans sa tête se turent. Elle était grande, plus grande que la plupart des femmes qu'il avait jamais vues, avec des cheveux noirs tombant en une épaisse tresse dans son dos. Sa peau était tannée par le soleil, ses traits forts et anguleux. Elle portait des vêtements de cuir qui avaient vu un usage intensif, et dans son dos se trouvaient un arc et un carquois de flèches. Une femme apache, seule, volant ses provisions avec l'efficacité calme de quelqu'un qui avait déjà fait cela. Leurs regards se croisèrent. Les siens étaient sombres, presque noirs, et ne contenaient aucune peur, seulement du calcul. Elle le jaugeait, décidant s'il était une menace. Sa main ne bougea pas vers son arc, mais il pouvait voir l'état de préparation dans son corps. La tension d'un ressort prêt à se détendre de quelqu'un qui savait tuer. Silas aurait dû crier, aurait dû lui ordonner de quitter ses terres, aurait dû tirer un coup de semonce, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il y avait quelque chose sur son visage, quelque chose de brut et de hanté qu'il reconnaissait, car il le voyait dans son propre reflet chaque matin. Elle se détourna de lui délibérément et ramassa un sac de viande séchée. Ne fuyant pas, ne demandant pas la permission, prenant juste ce dont elle avait besoin comme s'il n'était pas là, un fusil pointé sur son dos. Son doigt se desserra de la détente. Attendez. Le mot sortit plus rauque qu'il ne l'avait voulu. Elle se figea, puis tourna lentement la tête pour le regarder par-dessus son épaule. Un sourcil levé, en signe de question ou de défi. Il ne pouvait le dire. Silas abaissa le fusil. Ses mains tremblaient et il ne savait pas si c'était de peur ou d'autre chose. Vous n'avez pas besoin de voler. Ses yeux se plissèrent. Elle ne lui faisait pas confiance. Il pouvait le voir dans chaque ligne de son corps. Mais elle ne partit pas non plus. Elle se tenait là, tenant le sac de viande, attendant de voir ce qu'il ferait ensuite, attendant de voir s'il était un autre homme blanc avec de jolies paroles et de vilaines intentions. Il recula d'un pas, lui donnant de l'espace, lui donnant la possibilité de courir si elle le voulait. Prenez ce dont vous avez besoin. Mais ne revenez pas, pendant un long moment, elle le dévisagea. Puis, sans un mot, elle attrapa 2 sacs de plus, les jeta sur son épaule avec une force qui n'aurait pas dû le surprendre, mais qui le fit, et passa devant lui pour sortir de la remise. Si proche qu'il pouvait sentir la sauge et la fumée sur sa peau. Si proche qu'il pouvait voir la fine cicatrice le long de sa mâchoire. Elle ne le remercia pas, ne regarda pas en arrière, marcha simplement vers la lisière des arbres où commençait la nature sauvage. Sa foulée était longue et déterminée. Il la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans l'ombre des peupliers, son cœur battant toujours la chamade, son esprit plein de questions auxquelles il n'avait pas de réponse. Mais ce que Silas ne vit pas, c'est qu'à 50 pas dans la forêt, Nakoa s'arrêta. Elle posa les sacs et se retourna pour regarder le ranch, le jeune homme debout, figé près de sa remise. Et pour la première fois en 6 mois,
quelque chose s'agita dans sa poitrine qui n'était ni chagrin ni rage. C'était de la curiosité. Et la curiosité, elle le savait, était dangereuse. 3 jours passèrent avant que Silas ne la revoie. 3 jours à vérifier par-dessus son épaule, à sursauter aux ombres, à rester éveillé, se demandant si elle reviendrait, se demandant s'il voulait qu'elle revienne. Il réparait la clôture le long du pâturage et quand il le sentit. Cette sensation de picotement d'être observé. Ses mains s'immobilisèrent sur le bois rugueux, des échardes s'enfonçant dans ses paumes. Il ne se retourna pas. Ne voulait pas l'effrayer si c'était elle. Ne voulait pas sembler effrayé si ce n'était pas elle. Lentement, il retourna au travail, enfonçant le poteau en bois dans le sol dur avec des coups de maillet réguliers. Chaque impact envoyait des vibrations dans ses bras. La sueur coulait dans son dos malgré l'air frais du matin. Et à travers tout cela, il sentait ses yeux sur lui. Au bout d'une heure, il n'en pouvait plus. Il se retourna. Elle se tenait à la lisière des arbres, à une trentaine de pas, ne se cachant pas, juste observant. Le soleil du matin captait l'éclat de ses cheveux noirs, et même à cette distance, il pouvait voir l'intensité de son regard. Elle ne le regardait pas comme on regarde une menace. Elle l'étudiait comme une énigme qu'elle essayait de résoudre. Leurs regards se verrouillèrent. Aucun ne bougea. L'air entre eux semblait chargé, lourd de quelque chose pour lequel Silas n'avait pas de mots. Sa bouche devint sèche. Son pouls s'accéléra d'une manière qui n'avait rien à voir avec le travail physique. Elle pencha légèrement la tête, et le coin de sa bouche se releva. Pas tout à fait un sourire, plutôt comme si elle avait découvert quelque chose d'amusant. Puis elle se tourna et disparut de nouveau dans la forêt. Silas resta là, le marteau pendant mollement dans sa main, sa respiration plus rapide qu'elle n'aurait dû l'être. Que faisait-elle? Pourquoi revenir juste pour regarder? La question tournait dans son esprit comme des vautours au-dessus d'une carcasse, picorant sa concentration pour le reste de la journée. Le lendemain matin, elle était de nouveau là, cette fois plus proche, assise sur une bûche tombée juste au-delà de la limite de sa propriété. Les bras croisés, le regardant travailler à la barrière du corral. Elle ne faisait aucune tentative pour se cacher. Aucune prétention de secret. Restant juste assise là, hardie comme le lever du soleil. Il essaya de l'ignorer. Cela dura peut-être 10 minutes avant que sa curiosité ne l'emporte. Il posa ses outils et marcha vers elle. Chaque pas semblait porter plus de poids qu'il n'aurait dû. Elle ne bougea pas, ne réagit pas, le regarda simplement s'approcher avec ses yeux sombres et illisibles. Il s'arrêta à la limite de la propriété, une frontière invisible qu'aucun d'eux n'avait encore franchie. De près, il pouvait voir des détails qu'il avait manqués auparavant. La façon dont ses vêtements de cuir étaient usés, mais bien entretenus. Les légères callosités sur ses doigts. La façon dont elle se tenait comme un ressort enroulé, prête à exploser en mouvement à tout moment. Pourquoi revenez-vous sans cesse? Sa voix sortit plus rauque qu'il ne l'avait voulu. Elle ne répondit pas tout de suite, le regarda simplement avec ce même regard calculateur. Quand elle parla enfin, son anglais était accentué, mais clair. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. À quoi vous attendiez-vous? De la violence, de la cruauté. Les choses que les hommes blancs offrent habituellement. Elle se leva, et il réalisa à nouveau combien elle était grande. Ses yeux étaient presque au niveau des siens. Mais vous m'avez donné de la nourriture. Vous m'avez laissé partir. Pourquoi? Silas déglutit difficilement. La question ressemblait à un piège, mais il ne savait pas comment. Vous aviez l'air d'en avoir plus besoin que moi. Quelque chose changea dans son expression, pas un adoucissement exactement, mais les bordures semblèrent s'estomper légèrement. Vous vivez seul. Ce n'était pas une question, mais il hocha quand même la tête. Moi aussi. Elle le dit comme une confession, comme l'aveu d'une sorte de faiblesse qu'elle n'avait pas l'habitude de reconnaître. Le silence s'étira entre eux, mais ce n'était pas inconfortable. Il était chargé de choses qu'aucun d'eux ne savait comment dire. Silas pouvait à nouveau sentir la sauge sur elle, mélangée au cuir et à quelque chose de plus terreux. Pouvait voir le soulèvement et l'abaissement de sa poitrine pendant qu'elle respirait. Pouvait sentir la chaleur qui émanait de sa peau malgré l'air frais. Je m'appelle Silas. Elle l'étudia pendant un autre long moment. Puis, Nakoa. Le nom s'installa entre eux comme une pierre tombée dans l'eau calme. Des ondulations se propageant vers l'extérieur. Elle se tourna pour partir, mais cette fois, elle le regarda en arrière avant de disparaître dans les arbres. Et dans ce regard,
Silas vit quelque chose qui lui serra l'estomac d'un mélange de peur et d'anticipation. Elle reviendrait demain, et il ne pourrait pas arrêter de penser à elle jusqu'à ce qu'elle soit là. Elle revint le lendemain à midi, quand le soleil était au plus haut et les ombres les plus courtes. Mais cette fois, elle ne resta pas à la lisière des arbres. Cette fois, elle traversa directement sa propriété, passa devant le corral, devant la remise, jusqu'à l'endroit où il était assis sur les marches du porche, mangeant un morceau de viande séchée et de pain rassis. Silas se figea, le pain à mi-chemin de sa bouche. Son cœur battait si fort qu'il pensait qu'elle pourrait l'entendre. Nakoa s'arrêta à 1 mètre de lui, assez près pour qu'il doive lever la tête pour la regarder. Assez près pour qu'il puisse voir les reflets dorés dans ses yeux sombres. « Vous avez peur de moi ?» dit-elle. Pas une question, une observation. « Je n'ai pas. » Il s'arrêta. Mentir semblait inutile. Peut-être un peu. Bien. La peur vous garde en vie. Elle s'assit à côté de lui sur la marche. Assez près pour que son épaule touche presque la sienne, presque. La proximité fit picoter sa peau de conscience. Mais ce n'est pas pour cela que vos mains tremblent quand je suis proche. La chaleur lui monta au visage. Il posa le pain, n'ayant soudain plus d'appétit. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Si, vous le savez. Elle se tourna pour le regarder pleinement, et la franchise de son regard mit à nu toutes ses défenses qu'il aurait pu essayer de construire. Vous me regardez comme un homme affamé regarde la nourriture. Comme un homme dans le désert regarde l'eau. La gorge de Silas se noua. Il voulait le nier. Voulait se lever et s'éloigner. Voulait faire n'importe quoi sauf rester assis là, sous le poids de son attention. Mais son corps ne coopérait pas. Nakoa se pencha plus près. Son souffle était chaud contre sa joue. Je n'ai pas couché avec un homme depuis 6 mois. Pas depuis la mort de mon mari. Savez-vous ce que c'est que 6 mois de désir, Silas? Le monde se rétrécit à eux deux seulement. Juste la chaleur de son corps à côté du sien. Juste le son rauque de sa voix prononçant des mots qui mettaient le feu à chacun de ses nerfs. Sa voix se brisa. Il s'éclaircit la gorge. Essaya à nouveau. Je ne saurais pas, elle recula légèrement, étudiant son visage. Quelque chose comme de la compréhension apparut dans ses yeux. Puis autre chose, quelque chose qui aurait pu être de la faim. Vous n'avez jamais été avec une femme. Ce n'était pas une question. Mais la honte le brûla quand même. À 24 ans, il aurait dû faire beaucoup de choses. Mais vivre ici seul, aucune ville à des kilomètres, pas de voisins, personne d'autre que lui, la terre et le silence. Non, admit-il, le mot à peine un murmure. La main de Nakoa se leva, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire avec un contact si léger qu'il aurait pu l'imaginer. Sauf que sa peau brûlait partout où elle touchait. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. Alors pourquoi ai-je l'impression que si? Parce que tu penses que cela fait de toi moins. Son pouce effleura sa lèvre inférieure et son souffle se coupa. Mais peut-être que cela fait de vous plus. Avant qu'il ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, avant qu'il ne puisse traiter la sensation de ses mains sur sa peau, elle se leva brusquement, tout son corps se tendit, la tête tournée vers les arbres à l'est. Silas le vit alors, ce qu'elle avait entendu avant lui. Du mouvement dans la forêt. Pas une personne, plusieurs. Il me cherche, dit Nakoa, sa voix devenue plate et froide. La femme qui avait touché son visage avait disparu, remplacée par la guerrière qu'il avait vue pour la première fois dans sa remise. Sa main alla au couteau à sa ceinture. Qui? Mon peuple. Je suis parti trop longtemps. Elle baissa les yeux sur lui, et pour la première fois, il vit quelque chose comme du regret dans ses yeux. Ils ne comprendront pas pourquoi je suis ici. Ils ne te comprendront pas. 3 hommes émergèrent de la lisière des arbres. Des guerriers apaches, les armes prêtes, les visages durs de suspicion. Ils virent Nakoa debout au-dessus de lui, le virent assis à ses pieds. Les yeux du guerrier en chef se plissèrent, et il aboya quelque chose dans leur langue que Silas ne comprit pas, mais qu'il sentit dans ses tripes comme un coup de poing. Nakoa répondit dans la même langue, sa voix aiguë et provocante. Le guerrier fit un pas en avant, la main se resserrant sur son arc. Les 2 autres se déployèrent, les encerclant. Silas se leva lentement, les mains visibles et vides. Son esprit parcourait les options. Aucune n'était bonne. Ces hommes pouvaient le tuer sans transpirer. Pouvaient brûler son ranch et s'en aller avant que quiconque ne sache ce qui s'était passé. Et Nakoa, debout entre lui et eux,
semblait peser le pour et le contre de se battre ou de fuir. Le guerrier en chef parla à nouveau, et cette fois, les épaules de Nakoa se tendirent. Quoi qu'il ait dit, ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Elle se tourna pour regarder Silas une dernière fois. Dans ce regard, il y avait tout ce qu'il n'avait pas dit, tout ce qui s'était construit entre eux au cours de ces quelques jours, et quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à une promesse. Puis elle marcha vers son peuple, et les mains de Silas se serrèrent en poing à ses côtés, chaque instinct lui hurlant de l'arrêter, même s'il savait que cela signifierait sa mort. 2 nuits plus tard, Silas se réveilla au son de quelque chose frappant sa fenêtre. Un caillou, puis un autre. Il attrapa son fusil et se dirigea vers la vitre, le cœur battant. Au clair de lune, il la vit. Nakoa se tenait dans sa cour, le visage meurtri le long d'une pommette, respirant fort. Elle fit un geste urgent vers la maison. Il ne réfléchit pas, descendit en courant et ouvrit grand la porte. Elle le bouscula en entrant, scrutant l'obscurité derrière elle. Ils arrivent, pas loin derrière. Que s'est-il passé? J'ai refusé d'épouser l'homme qu'ils ont choisi pour moi. J'ai dit que je choisirais ma propre voie. Elle toucha la meurtrissure sur son visage sans sourciller. Mon frère a fait ça. Il a dit que je déshonorais notre famille. Que je déshonorais la mémoire de mon mari mort. Silas l'entendit alors. Des voix au loin. Les guerriers la suivaient. La cave sous la cuisine. Il attrapa son bras, la tirant vers la petite trappe dans le sol. Elle est cachée sous le tapis. Elle hésita, ses yeux rencontrant les siens. En eux, il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. De la vulnérabilité. De la confiance. Elle hocha la tête et le laissa la conduire dans l'obscurité. L'espace était exigu, à peine assez haut pour se tenir debout, bordé de conserves et de provisions pour l'hiver. Silas descendit après elle et referma la trappe au-dessus d'eux, remettant le tapis en place. L'obscurité les avala tout entiers. Ils pouvaient l'entendre respirer, vite et court. Sentir la chaleur de son corps dans l'espace confiné. Il se tenait si près que lorsqu'il déplaça son poids, sa poitrine effleura son épaule. Ils vont fouiller la maison, murmura-t-elle, son souffle chaud contre son cou. S'ils nous trouvent comme ça, alors nous restons silencieux. Des pas au-dessus, des bottes lourdes traversant son plancher. La main de Silas trouva celle de Nakoa dans le noir, et elle la serra assez fort pour faire mal. Son autre main se pressa contre sa poitrine, et il savait qu'elle pouvait sentir son cœur battre contre sa paume. Des voix au-dessus, en colère, cherchant. Le bruit de meubles déplacés, de verres brisés. Il mettait sa maison sens dessus-dessous. Les doigts de Nakoa s'agrippèrent à sa chemise, son corps tendu contre le sien. Dans le noir absolu, tous les autres sens étaient exacerbés. L'odeur de sauge de ses cheveux, la chaleur de sa peau, la façon dont son souffle se coupait quand son pouce bougeait sur ses jointures sans qu'il le veuille. Les minutes s'étirèrent en ce qui sembla être des heures. Les guerriers passèrent dans chaque pièce, s'approchèrent de la cuisine à 2 reprises. Silas retenait son souffle à chaque fois, sentant Nakoa faire de même. Leur corps se pressaient davantage dans l'espace confiné. Et même avec le danger au-dessus d'eux, même avec la mort si proche, il était intensément conscient de chaque point où il se touchait. Finalement, les bruits de pas se retirèrent. Les voix s'évanouirent. Le silence s'installa comme de la poussière. Mais aucun d'eux ne bougea. Le front de Nakoa reposait maintenant contre sa clavicule. Sa respiration était plus stable mais toujours rapide. Sa main libre avait trouvé sa taille, les doigts écartés contre le cuir de ses vêtements. Silu. Sa voix était à peine audible. Ce que vous avez dit avant, à propos de n'avoir jamais été avec une femme. Ce n'est pas le meilleur moment pour cette conversation. Il n'y aura peut-être pas d'autre moment. Elle leva la tête, et même dans l'obscurité, il pouvait sentir l'intensité de son regard. Ils n'arrêteront pas de me chercher. S'ils me trouvent avec vous, ils nous tueront tous les deux. Alors pourquoi êtes-vous venu ici? La réponse ne vint pas en mots, mais en action. Ses lèvres trouvèrent les siennes dans l'obscurité, et toutes les pensées dans sa tête se dispersèrent comme des feuilles dans le vent. Elle l'embrassa avec une faim qui lui coupa le souffle, ses mains se déplaçant sur son visage, son cou, ses épaules. Il répondit instinctivement, l'attirant plus près, goûtant le désespoir et le désir sur ses lèvres. Quand elle recula, ils respiraient tous les deux bruyamment. Voilà pourquoi, dit-elle. Parce qu'en 6 mois de chagrin, de rage et de solitude,
tu es la seule chose qui m'ait fait me sentir à nouveau vivante. Je ne sais pas ce que je fais, admit-il, la voix rauque. Moi non plus, désormais. Ses doigts tracèrent sa mâchoire dans l'obscurité. Mais je sais que je ne peux pas retourner auprès de mon peuple. Et je sais que je ne peux pas arrêter de penser à toi. Au-dessus d'eux, la maison était silencieuse. Les guerriers étaient partis. Mais aucun d'eux ne bougea pour quitter la cave. Pas encore. Parce que dans ce petit espace sombre, pressés l'un contre l'autre avec le danger tout autour, quelque chose avait changé entre eux qui ne pouvait être défait. Nakoa resta. Pendant 3 jours, elle resta, et le monde silencieux de Silu devint tout autre chose. Quelque chose de chargé, de vivant et de terrifiant dans son intensité. Elle travaillait à ses côtés sans qu'on le lui demande, l'aidait à réparer la clôture que les guerriers avaient endommagée, transportait l'eau du puits, bougeait avec une efficacité qui parlait de compétences de survie durement acquises. Et à chaque instant qu'ils passaient ensemble, l'air entre eux devenait plus lourd de choses non dites. Le deuxième matin, ils étaient dans la grange, s'occupant de ses 2 chevaux. Silas tendit la main vers la bride au même moment que Nakoa, et leurs mains se heurtèrent. Tous deux se figèrent. Le contact dura peut-être 2 secondes avant qu'il ne se retire, mais sa peau brûlait là où ses doigts avaient effleuré les siens. Désolé, marmonna-t-il, sans croiser son regard. Ne t'excuse pas de me toucher. Sa voix avait un tranchant qui le fit lever les yeux. Elle le regardait avec ce regard direct qui dépouillait de toute prétention. Sauf si tu ne le veux pas, ce n'est pas. Il s'arrêta, incertain de comment finir. Elle s'approcha, assez près pour qu'il puisse voir le pouls battre à sa gorge. Tu as peur de me désirer. Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment désirer quelqu'un comme ça. L'aveu sortit brut et honnête. Tout ce que je sais de toi me dit que tu es dangereuse, que je devrais te renvoyer. Mais chaque fois que j'essaie de penser à ton départ, je ne peux plus respirer correctement. Quelque chose s'adoucit dans son expression. Elle leva la main et toucha son visage, ses doigts doux contre sa joue. Tu penses que je n'ai pas peur? Je suis terrifié. Il y a 6 mois, j'ai enterré l'homme avec qui je pensais vieillir. J'ai juré de ne plus jamais laisser personne s'approcher. Et puis tu apparais avec tes mains douces et ton cœur encore plus doux. Et je ne peux pas m'empêcher de vouloir des choses que je n'ai pas le droit de vouloir. Quelle chose? Au lieu de répondre, elle l'embrassa. Plus lentement cette fois que dans la cave. Moins désespérée, plus délibérée, apprenant la forme de sa bouche, son goût. Ses mains trouvèrent sa taille, l'attirant plus près, et elle émit un son bas dans sa gorge qui envoya de la chaleur à travers tout son corps. Quand ils se séparèrent, tous deux respirant fort, elle appuya son front contre le sien. Ça. Je veux ça. Je veux ressentir quelque chose d'autre que le chagrin. Je veux me souvenir de ce que c'est d'être touché avec douceur au lieu du devoir. Et je veux. Il s'interrompit, soudain timide bien qu'il venait de l'embrasser. Dis-le. Je veux savoir ce que ça fait d'être avec quelqu'un. De ne plus être seul. Ses mains se resserrèrent sur sa taille. Mais plus que ça, je veux que ce soit toi. Pas n'importe qui. Toi. Nakoa recula assez pour le regarder pleinement. Tu rends très difficile de garder mes murs érigés, Silas Brennan. Bien. Il se surprit lui-même avec ce mot, avec la confiance qu'il y avait derrière. Parce que tu as déjà abattu tous les miens. Ce soir-là, ils s'assirent sur son porche alors que le soleil se couchait, les épaules se touchant, les mains entrelacées. Ni l'un ni l'autre ne parlait beaucoup. Pas besoin. Le silence était confortable, rempli du son des grillons et de l'appel occasionnel d'un oiseau de nuit. Parle-moi de lui, dit finalement Silas. Ton mari. Nakoa resta silencieuse un long moment. Il s'appelait Takakota. Un chasseur fort. Un homme bon. Il est mort en défendant notre camp contre des pillards. Il s'est vidé de son sang dans mes bras alors que je ne pouvais rien faire d'autre que regarder. Sa prise sur sa main se resserra. La tribu attend de moi que j'honore sa mémoire en épousant son frère. Produire des fils pour perpétuer sa lignée, comme si j'étais une propriété à transférer. Tu n'es pas une propriété. Non, je ne le suis pas, elle se tourna pour le regarder. C'est pourquoi je n'y retournerai pas. Même si cela signifie être chassé. Même si cela signifie. Elle s'arrêta, la tête tournée brusquement vers les arbres à l'est. Silas le vit aussi. Un mince filet de fumée s'élevant contre le ciel qui s'assombrissait. Pas d'un feu de camp.
de plusieurs torchers. Ils ont amené plus de guerriers, dit Nakoa, la voix devenue plate. Ils ne cherchent plus. Ils viennent me prendre de force. Silas se leva, le cœur serré. Combien? Trop. Elle se leva à côté de lui, la main allant au couteau à sa ceinture. Ils ne partiront pas sans moi. Et si tu te mets sur leur chemin, ils te tueront sans hésitation. Les torchers se rapprochaient, une ligne de feu coupant à travers l'obscurité croissante, venant droit sur son ranch. Venant pour elle. Et Silas sut que dans les prochaines minutes, il devrait faire un choix qui altérerait le cours de sa vie pour toujours. Sept guerriers émergèrent de l'obscurité, les torchers jetant des ombres dures sur leurs visages. Le guerrier en chef, le même qu'auparavant, s'avança. Ses yeux trouvèrent Nakoa, puis se déplacèrent vers Silas avec un mépris ouvert. Il parla en apache, sa voix portant à travers la cour. Nakoa répondit, se plaçant devant Silas. Sa main resta sur son couteau, mais elle ne le dégaina pas. Le guerrier aboya quelque chose d'autre, lui faisant signe brusquement. Puis vers la forêt derrière lui. « Qu'est-ce qu'il dit » demanda doucement Silas. « Que j'ai fait honte à ma famille. Que j'ai déshonoré la mémoire de Takakota en refusant son frère. Que je dois revenir maintenant ou être déclarée morte pour la tribu. » Sa voix était stable, mais il pouvait voir la tension dans ses épaules. Il dit que si je ne viens pas volontairement, ils brûleront cet endroit jusqu'aux fondations avec toi à l'intérieur. Le guerrier parla à nouveau, et cette fois, Silas capta un mot répété. Un nom? La mâchoire de Nakoa se serra. Il dit que mon frère attend. Dit que le frère de Takakota a le droit de me réclamer comme épouse. Que ce n'est pas négociable. Silas regarda les 7 guerriers armés, regarda les torchers, regarda Nakoa, debout, rigide à côté de lui, prise entre deux mondes. Chaque instinct qu'il avait hurlé qu'il devait reculer, la laisser partir, se sauver. Il n'était qu'un homme contre 7 combattants entraînés. Il n'avait aucune chance. Mais quand il ouvrit la bouche, des mots différents sortirent. Non. La seule syllabe déchira la nuit. Les guerriers bougèrent, les mains allant vers leurs armes. Nakoa se tourna pour le regarder, les yeux écarquillés de quelque chose qui aurait pu être de la peur ou de l'espoir, ou les deux. Silas, tu ne peux pas, j'ai dit non. Il s'avança, se plaçant entre elle et les guerriers. Ses mains tremblaient, mais sa voix était stable. Elle reste ici parce qu'elle le veut. Pas parce que je la force, pas parce que vous la forcez. Parce qu'elle l'a choisi. L'expression du guerrier en chef s'assombrit. Il dit quelque chose de sec, faisant un pas en avant. Les autres guerriers suivirent son exemple, formant un demi-cercle autour du porche. Il dit, « Tu es un imbécile », traduisit Nakoa. Sa main agrippant l'arrière de sa chemise. Un seul homme blanc ne peut pas tenir tête à des guerriers apaches. Il dit que ta mort ne signifiera rien. Peut-être. Le cœur de Silas battait si fort qu'il pensait qu'il pourrait éclater. Mais si mourir signifie qu'elle peut choisir sa propre vie, alors je mourrai. Parce que c'est ce que font les hommes décents. Ils défendent les gens qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Même quand ils sont terrifiés, même quand ils savent qu'ils vont perdre. Nakoa émit un son derrière lui. Quelque chose entre un hoquet et un sanglot. Sa main se resserra sur sa chemise. Le guerrier en chef étudia Silas pendant un long moment. Puis il parla à nouveau, mais cette fois son ton était différent, moins en colère, presque curieux. Il posa une question. Il veut savoir pourquoi tu mourrais pour une femme qui n'est pas tienne, murmura Nakoa. Silas n'hésita pas, dis-lui qu'elle est mienne et que je suis sien. Dis-lui que nous nous sommes choisis. Quand Nakoa traduisit, quelque chose changea dans la posture des guerriers. Les yeux du guerrier en chef allèrent de Silas à Nakoa, voyant quelque chose là qui le fit marquer une pause. Il parla longuement, sa voix dure, mais ne menaçant plus de violence. Il dit. La voix de Nakoa s'étrangla. Il dit que si je choisis de rester avec toi, je ne pourrai jamais revenir. Je serai morte pour mon peuple. Mon nom ne sera pas prononcé. Ma famille me pleurera comme si j'étais morte. Et si j'y retourne? Je serai forcé d'épouser le frère de Takakota, de porter ses enfants, de vivre comme sa propriété jusqu'à ma mort. Le choix flottait dans l'air comme de la fumée. Silu pouvait sentir le poids de celui-ci peser sur eux deux. Il voulait lui dire de rester, voulait la supplier de ne pas partir, mais cela devait être sa décision. Pas la sienne, pas celle de son frère, pas celle de sa tribu.
la sienne. Nakoa resta silencieuse pendant ce qui sembla être une éternité. Puis elle s'avança à côté de Silas, sa main trouvant la sienne et la serrant fort. Elle regarda le guerrier en chef et parla en apache, sa voix claire et forte. L'expression du guerrier se durcit. Il répondit sèchement, mais Nakoa le coupa avec plus de mots. Les deux échangèrent, les voix s'élevant. Finalement, le guerrier cracha quelque chose qui ressemblait à une malédiction et se détourna. Les autres guerriers suivirent, les torches disparaissant de nouveau dans la forêt. Mais avant que le guerrier en chef ne disparaisse complètement, il regarda en arrière une dernière fois. Pas Nakoa. Silas. Et dans ce regard, il y avait quelque chose qui aurait pu être du respect. Ils restèrent dans la cour longtemps après la disparition des torchers, les mains toujours jointes, sans parler. Le poids de ce qui venait de se passer pesait sur eux deux. Nakoa avait choisi l'exil, l'avait choisi lui plutôt que tout ce qu'elle avait jamais connu. Tu n'avais pas à faire ça, dit-elle enfin, la voix rauque. Te mettre devant moi comme ça. Tu aurais pu mourir. Je sais. Alors pourquoi? Silas se tourna vers elle. Au clair de lune, il pouvait voir des larmes couler sur ses joues. La première fois qu'il la voyait pleurer. Parce qu'il y a 6 mois, j'ai enterré mon père et j'ai pensé que je passerais le reste de ma vie seule. Je pensais que c'était juste ce que serait ma vie. Vide, silencieuse, sûre. Il leva la main et essuya une de ses larmes avec son pouce. Et puis tu es arrivé et tu m'as fait ressentir des choses que je ne savais pas que je pouvais ressentir. Tu m'as fait vouloir des choses que je ne savais pas comment vouloir. Et j'ai réalisé que la sécurité, ce n'est pas vivre point, c'est juste exister. Nakoa ferma les yeux, s'appuyant sur son contact. J'ai tout abandonné pour ça. Pour toi. Je sais. Et je passerai chaque jour à m'assurer que tu ne le regretteras jamais. Elle ouvrit les yeux, et la vulnérabilité qu'il y vit lui coupa le souffle. Cette femme forte et féroce qui avait affronté des guerriers et refusé de plier le regardait comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui venait de basculer sous ses pieds. « Emmène-moi à l'intérieur » murmura-t-elle. Son cœur cogna fort contre ses côtes. « Nakoa. J'ai besoin de ressentir quelque chose de réel, quelque chose de bon. J'ai besoin. » Elle s'arrêta, déglutissant difficilement. « J'ai besoin de toi. » Ils avaient à peine franchi la porte qu'elle l'embrassait déjà, les mains dans ses cheveux, le corps pressé contre le sien avec une urgence qui ne laissait aucune place à l'hésitation. Il répondit instinctivement, la faisant reculer vers les escaliers, trébuchant sur ses propres pieds dans sa hâte. « Ralentis » murmura-t-elle contre sa bouche, alors même que ses mains tiraient sur sa chemise. « Nous avons le temps maintenant. Tout le temps dont nous avons besoin. » Ils arrivèrent à sa chambre, et soudain l'urgence se transforma en quelque chose d'autre, quelque chose de tendre. Les mains de Nakoa ralentirent alors qu'elle déboutonnait sa chemise, ses doigts traçant les plans de sa poitrine avec une douceur qui le fit frissonner. Il la toucha en retour, maladroit avec les liens de ses vêtements de cuir, gauche mais prudent. « Je ne sais pas ce que je fais, » admit-il, la voix tremblante. « Moi non plus. » Elle prit son visage dans ses mains, le forçant à croiser son regard. « Mon mari et moi, nous étions jeunes quand nous nous sommes mariés. C'était le devoir plus que le désir. Rapide et pratique comme tout le reste dans nos vies. Je ne sais pas comment faire ça lentement, comment faire en sorte que cela signifie quelque chose au-delà de simples corps qui s'unissent. Alors nous découvrirons ensemble. » Ce qui suivit fut maladroit, hésitant, et absolument parfait dans son imperfection. Nakoa le guida de ses mains patientes, lui montrant où toucher, comment bouger. Il apprit le paysage de son corps dans l'obscurité, chaque cicatrice, chaque courbe et chaque point sensible. Elle haleta quand il embrassa le creux de sa gorge, se cambra contre lui quand ses mains trouvèrent ses hanches. Quand ils s'unirent enfin, elle émit un son qui était mi-sanglot, mi-gémissement. Et il comprit que ce n'était pas seulement une libération physique. C'étaient deux personnes qui avaient été seules trop longtemps, trouvant un foyer l'une dans l'autre, trouvant du réconfort, trouvant la paix. Après, ils restèrent enlacés, la peau humide de sueur, respirant fort. La tête de Nakoa reposait sur sa poitrine, sa main montant et descendant lentement le long de sa colonne vertébrale. Aucun ne parla pendant un long moment. « 6 mois, dit-elle enfin, la voix basse. 6 mois pendant lesquels j'ai pensé que je ne ressentirais plus jamais ça. J'ai pensé que je porterais le chagrin et la colère jusqu'à ce qu'ils me tuent. Et puis tu es apparu avec ton cœur tendre et ton courage impossible, et tout a changé. » Silas déposa un baiser dans ses cheveux.
J'avais si peur. Je sais. Je pouvais te sentir trembler. Elle leva la tête pour le regarder. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose de chaud et de doux qu'il n'avait jamais vu auparavant. Mais tu l'as fait quand même. C'est ça, la bravoure. Pas l'absence de peur, mais agir malgré elle. Mon père disait ça. C'était un homme sage. Elle se réinstalla contre sa poitrine, ses doigts traçant des motifs oisifs sur sa peau. Que se passe-t-il maintenant, Silas? Je ne peux pas y retourner. Mon peuple ne viendra plus me chercher. Mais je suis seul dans ce monde, à part toi. Alors nous construisons quelque chose de nouveau, ensemble. Il resserra ses bras autour d'elle. Reste ici. Aide-moi à gérer ce ranch. Nous y arriverons d'une manière ou d'une autre. Tu fais sonner ça si simple. Peut-être que ça l'est. Peut-être que nous avons tous les deux rendu les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être en essayant de tout faire seul. Il la sentit sourire contre sa poitrine. D'ailleurs, j'ai besoin de quelqu'un qui sait vraiment comment réparer une clôture correctement. Je m'y prends mal depuis des mois. Son rire fut doux et sincère, et il réalisa que c'était la première fois qu'il l'entendait vraiment rire. Le son de ce rire remplit quelque chose à l'intérieur de lui qu'il n'avait pas su être vide. 3 mois passèrent comme de l'eau coulant entre les doigts. Le ranch qui avait été la prison de solitude de Silas devint tout autre chose. Un foyer. Une vie. Un avenir qu'il n'avait jamais osé imaginer. Nakoa se déplaçait sur la propriété avec l'assurance de quelqu'un qui y avait sa place. Elle avait réparé les clôtures correctement, montrant à Silu des techniques qu'il n'avait jamais apprises. Avait agrandi le jardin, plantant des herbes et des légumes selon des schémas dont elle se souvenait de son enfance. Avait transformé la chambre d'amis vide en un atelier où elle fabriquait des articles en cuir qu'il pourrait échanger au lointain poste de traite. Silas la regardait un matin depuis le porche, sa tasse de café chaude dans les mains. Elle était dans le corral avec les chevaux, ses mouvements fluides et certains alors qu'elle travaillait avec la jument qui était craintive depuis la mort de son père. Sous la direction patiente de Nakoa, l'animal s'adoucissait, réapprenait à faire confiance. Comme lui. Il était différent maintenant. Pouvait le sentir dans la façon dont il se tenait. La façon dont il ne sursautait plus à sa propre ombre. La façon dont il pouvait regarder son reflet et voir quelqu'un qui avait choisi le courage plutôt que la sécurité, qui avait tenu tête à des guerriers quand chaque instinct hurlait de fuir, qui avait appris ce que signifiait vraiment être avec une autre personne, corps et âme. Nakoa leva les yeux et le surprit en train de la regarder, sa bouche s'incurvant dans ce petit sourire qui faisait encore trébucher son cœur. Elle s'approcha, montant les marches du porche et s'installant à côté de lui sur le banc qu'il avait construit 2 semaines auparavant. Son épaule se pressa contre la sienne dans une familiarité confortable. « Tu me fixes encore, dit-elle, prenant son café et volant une gorgée. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai toujours du mal à croire que tu es réel. Je suis très réel. » Elle lui rendit la tasse, ses doigts s'attardant sur les siens. « Et je ne vais nulle part. » Ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant le soleil monter plus haut. Au loin, des oiseaux s'appelaient. Les chevaux bougeaient paisiblement dans le corral. Tout était calme et juste d'une manière que cela n'avait jamais été auparavant. « Le regrettes-tu » demanda doucement Silas. « D'avoir tout abandonné. » Nakoa resta silencieuse un moment, réfléchissant. « J'ai abandonné une vie où je n'avais ni voix ni choix, où j'aurais été passé d'un homme à un autre comme une possession. » Elle se tourna pour le regarder, ses yeux clairs et certains. « Ce que j'ai trouvé ici vaut plus que tout ce que j'ai laissé derrière. J'ai trouvé la liberté. J'ai trouvé un partenaire. J'ai trouvé un homme qui me voit comme une égale, pas comme un fardeau ou un prix. J'ai trouvé la même chose. » Il posa la tasse de café et prit sa main dans les siennes. « Tu m'as sauvé, tu sais. J'existais juste, attendant que la vie m'arrive. Et puis tu as fait irruption dans mon monde et tu m'as fait réaliser que la vie n'arrive que si tu es assez courageux pour la saisir. » Elle appuya sa tête contre son épaule. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. 1 mois plus tard, ils se tenaient ensemble dans la lumière du soir, arpentant le ranch qui avait grandi sous leurs efforts combinés. Les clôtures étaient solides. Le jardin prospérait. Les chevaux étaient en bonne santé et bien entraînés. Ils avaient construit quelque chose de réel, quelque chose qui durerait. Silas attira Nakoa près de lui, et elle vint volontiers, s'ajustant contre lui comme si elle y avait toujours appartenu. Mon père me disait que la richesse d'un homme ne se mesure pas en or ou en terre.
Elle se mesure au moment qui lui coupe le souffle. Et je suis l'homme le plus riche du monde. Elle rit, le son chaud et plein, et l'embrassa alors que le soleil peignait le ciel dans des tons de feu. Dans ce baiser, il y avait tout ce qu'ils avaient traversé. Toute la peur et le courage, le choix et les conséquences. Toute la solitude qui s'était transformée en connexion. Ils avaient tous deux été brisés de différentes manières. Tous deux avaient été seuls. Tous deux avaient été piégés par des circonstances qu'ils ne pouvaient contrôler. Mais ensemble, ils avaient construit quelque chose qu'aucun n'aurait pu créer seul. Une vie choisie librement. Un amour gagné par la vulnérabilité et la confiance. Et à la fin, cela valait plus que n'importe quel royaume qu'ils savaient laisser derrière eux. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran maintenant pour regarder un autre conte inoubliable de la frontière, où le courage et le désir remodèlent les destins de manière que vous n'auriez jamais attendu. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer à vous apporter plus d'histoires comme celle-ci. Votre soutien signifie tout pour nous.